Alors la question qu'on se pose, c'est comment est-ce qu'une famille au sommet de sa puissance, avec des dragons et un pouvoir absolu, peut en arriver à se déchirer dans une guerre civile qui va tout anéantir? Pour comprendre ça, il faut vraiment remonter à l'origine, à la série d'événements qui a mis le feu aux poudres. Et c'est là toute l'ironie tragique de cette histoire. Tout ne commence pas par une déclaration de guerre, non, mais par une mission de paix. Une mission qui va tourner au désastre et qui va devenir l'étincelle finale, celle qui embrasse tout le royaume. Bon, pour commencer, on se retrouve dans l'ancienne forteresse de Pie-Dragon. C'est là que la reine Rhaenyra va recevoir une nouvelle qui va non seulement faire voler son monde en éclats, mais qui va aussi pousser tout le royaume sur le chemin de la guerre. C'est la princesse Rhaenys qui arrive, et elle n'apporte pas une, mais deux nouvelles absolument terribles. La première, le père de Rhaenyra, le roi Viserys, est mort. Et la seconde, qui est un véritable coup de poignard dans le dos, le trône a été volé, usurpé par son propre demi-frère, Aegon. Le choc de cette trahison est tellement violent qu'il déclenche un accouchement prématuré. Et la tragédie est totale. Son enfant n'est mort-né. Alors, à la trahison politique s'ajoute une perte intime, personnelle, absolument dévastatrice. Mais au milieu de ce chaos et de ce deuil, ses partisans agissent. Sir Eric Cargill débarque avec la couronne du roi Viserys, la couronne de son père, et la pose sur la tête de Rhaenyra. C'est un acte de défi. Elle est proclamée reine. À partir de ce moment, ses partisans, ce sont les Noirs, avec leur propre Conseil Noir, prêts à faire face aux usurpateurs qu'on appelle les Verts. Le Conseil Noir se réunit donc pour la première fois. Et la question qui se pose est simple, mais ses conséquences sont énormes. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Et tout de suite, dès le début, on voit que deux camps s'opposent. L'ambiance est électrique. D'un côté, il y a son mari, Daemon. Lui, il est pour une guerre immédiate, rapide et brutale. Et de l'autre, il y a Rhaenyra. Même si elle est rongée par la colère et le chagrin, elle prône la patience. Elle refuse catégoriquement d'être celle qui fera couler le sang la première. Et figurez-vous que cette patience, cette retenue, ça paie. Rhaenys est impressionnée par le calme de Rhaenyra, si différent de l'impulsivité de Daemon. Et du coup, elle va convaincre son mari, le très puissant Lord Corlys Velaryon, de rallier leur cause. C'est un soutien absolument crucial. L'importance de cette alliance est juste énorme. Corlys n'apporte pas seulement son nom, il apporte la plus grande flotte de tout le royaume et le contrôle des degrés de pierre, un point stratégique vital. En un seul coup, Rhaenyra obtient la maîtrise des mers et la capacité d'asphyxier ses ennemis. Maintenant qu'elle a ce nouvel allié de poids, Rhaenyra se sent plus forte et lance une offensive diplomatique. Son plan est simple. Elle va rappeler aux grandes familles du royaume le serment qu'elles lui ont fait des années plus tôt quand son père l'avait désignée comme son héritière. Et sa stratégie se veut pacifique, intelligente. Pas de soldats, pas d'épée. Non, elle envoie ses deux jeunes fils, Jacaerys et Lucerys, comme messagers. Sur le dos de leurs dragons, ils doivent voler vers le nord pour voir les Stark et vers le sud pour voir les Baratheons et simplement leur rappeler leurs promesses. Mais pendant que Rhaenyra joue la carte de la diplomatie, Daemon, lui, il se prépare à la guerre. Dans l'ombre des grottes de Mondragon, il chante pour réveiller une puissance endormie. Vermithor, un dragon immense, le deuxième plus grand après Vhagar. Son intention est claire, il n'y a aucun doute. On se déplace maintenant vers le sud dans la forteresse d'Accalmie, sous un ciel d'orage. C'est là que le jeune Lucerys arrive pour livrer son message. Ce qu'il ne sait pas, c'est que sa mission de paix est sur le point de virer au cauchemar. Parce qu'il n'est pas seul. Le prince Aemond, son oncle, son rival de toujours, est déjà là. Il lui a grillé la priorité. Et Aemond n'est pas venu les mains vides. Il a offert un pacte de mariage, quelque chose de concret, pour sceller une alliance avec les Baratheons. Autrement dire que la mission de Lucerys est un échec avant même qu'il ait pu dire un mot. Mais Aemond ne s'arrête pas là. Il transforme ça en affaire personnelle. Il se moque de Lucerys, il l'appelle Messire fort pour sous-entendre qu'il est un bâtard. Et puis, il lui rappelle une vieille dette, l'œil que Lucerys lui a pris des années plus tôt. Il exige un œil en retour. Lucerys comprend qu'il est en danger de mort. Il court, monte sur son jeune dragon, Arrax, et s'enfuit. Mais Aemond le prend en chasse sur Vhagar, une créature colossale, le plus vieux et le plus grand dragon du monde. La poursuite est lancée. Il faut imaginer la scène. Un ciel noir, déchiré par les éclairs. Une poursuite terrifiante entre le petit dragon Arrax, qui fuit pour sa vie, et l'ombre gigantesque de Vhagar, une prédatrice antique qui domine complètement le ciel. Et c'est là que tout bascule. Dans la fureur de la tempête, la rage des hommes est complètement dépassée par l'instinct de leur dragon. Les deux bêtes échappent au contrôle de leur cavalier. C'est l'instinct animal qui prend le dessus. La suite est rapide, brutale. Arrax, complètement terrifié, crache une flamme sur Vhagar. En réponse, l'immense dragon ne fait pas que riposter, il déchiquette Arrax et son jeune cavalier, littéralement. Le résultat est tragique.
irréversible. La mission de paix de Rhaenyra se termine par la mort de son fils. À cet instant, ce n'est plus une lutte politique pour un trône, ça devient la quête de vengeance d'une mère. Quand Rhaenyra apprend la nouvelle, on dit que son visage se fige. Le chagrin disparaît pour laisser place à une fureur froide, implacable. C'est à cet instant précis que la guerre devient inévitable. Il n'y a plus de retour en arrière possible. Ce qui nous amène à la question finale. Quand le chagrin personnel se transforme en une soif de vengeance, est-ce qu'il reste encore la moindre place pour la paix? Ou est-ce que la guerre devient la seule et unique réponse?